tu nourris ton âme, tu formes ton âme à travers le contenu que tu consommes. Mhm. Et du coup, il y a un enjeu civilisationnel, j'ai envie de dire, Carrément. sur... Mais on est tombé dans une forme de consommation malsaine de de la culture et du cinéma en particulier. Et comment on en sort? C'est la question de comment on se place en tant que chrétien par rapport à ça. Et cette question, elle demande de définir deux choses. C'est quoi le divertissement? Quel Mhm. rôle ça joue? Et Mhm. c'est quoi l'art et quel rôle ça joue? Et comment, en tant que chrétien, on balance entre les deux? Comment on se nourrit des deux, tu vois? Moi, j'ai toujours trouvé intéressant, je crois que c'était un de tes cours d'éthique philosophique, c'était Aristote qui parlait du jeu, et Mhm. que le jeu était présent parce qu'on ne peut pas travailler tout le temps, Mhm. et que le jeu sert de pause entre le travail, Mhm. mais une pause nécessaire. Mhm. Et c'est vrai, on a ce besoin de pouvoir se reposer. Mhm. Mais après, c'est quoi comme type de repos, tu Mhm. vois? Et c'est ça la question qu'on se pose, parce que finalement, et je crois que c'est une discussion qu'on avait déjà eue, où finalement, quand tu as une dure journée de travail, c'est quoi le plus sain? Est-ce que c'est regarder un coucher de soleil ou se poser devant Netflix? Mhm. Mais finalement, quel est le plus facile? Mhm. C'est quand même se poser devant Netflix. Ouais. Et je pense que en tant que chrétien, on est appelé aussi à pas choisir cette solution de facilité. Quand on en a en tout cas les ressources, tu vois. C'est pas quelque chose de forcément mauvais, mais c'est comme le McDo un peu. Tu sais, dans le sens où je pense que c'est pas mauvais d'en manger, mais c'est mauvais d'en manger tous les jours. Ok, mais là, ça veut dire que là, il faut faire une différence. Donc, toi, ce que tu décris comme du McDo, Du divertissement. c'est du divertissement Ouais. par opposition à l'art, c'est ça? Ouais. Ok, comment tu fais la différence entre le divertissement et l'art? La finalité du divertissement, c'est juste j'ai oublié ma souffrance un instant. J'ai oublié ma peine un moment. Je Ah, me suis consolé de la difficulté de la vie un moment, en oubliant. ouais. Alors que l'art, pour moi, c'est... Je prends conscience. C'est plus... pour moi, l'art, c'est une forme de... ça transmet une forme de savoir. Là où le divertissement peut juste demander une forme de passivité, l'art demande d'être plus actif. Tu vas être touché par une œuvre parce que tu auras fait attention à des petits détails, il y aura Mais des choses qui t'auront touché, tu vois. est-ce qu'il n'y a pas une forme de gratuité dans l'art? Là, tu es en train de mettre dans l'art quelque chose de très actif. Mhm. Est-ce que Je pense que finalement... l'art, ça se prête à la contemplation. Ouais. Enfin, en fait, j'avais cette citation d'une auteure qui... elle faisait la différence. Elle disait, il y a que deux options. Contempler ou... Non, qu'est-ce qu'elle disait? Mince, je l'ai raté. Il y a cet auteur, Lian Payne, qui parle de... Enfin, c'est dans un tout autre contexte, mais elle dit, en fait, il n'y a que deux choix, la contemplation ou l'exploitation. Et je trouvais assez intéressant du coup, notre rapport, en fait, à toute la culture, tous les arts, au cinéma ou à quoi que ce soit, euh, peut être soit un rapport prédateur, Ouais. soit un rapport contemplatif. Mais du coup, tu vois, en fait, je me demande à quel point la limite entre l'art et le divertissement, finalement, se trouve pas, en quelque sorte, dans la possibilité de la contemplation, et qui peut arriver, en fait, par surprise aussi, et qui peut arriver dans un contexte beaucoup moins intentionnel, j'ai l'impression. Enfin, en fait, si tu veux, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai un peu peur de moraliser tellement la Mhm. consommation d'art, tu vois. Mhm. Te dire De f- finalement euh, c'est la personne vraiment vertueuse et éclairée qui va arriver à la maison, puis au lieu d'aller sur YouTube, qui fait péter une sonate de Beethoven, tu vois. Euh, une sorte de classification des arts nobles, des arts un peu moins nobles. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a de la marge aussi. Non, mais oui, tu vois ce ouais. que je veux dire, dans le sens où je trouve que notre rapport
aujourd'hui, si on parle juste, tu vois, là c'est aussi la question, c'est dans l'église, tu vois. Notre rapport aux médias, on va dire, de manière saine, je trouve qu'il est tellement déréglé qu'on prend pas trop de risques, on va dire, en ayant au pire un discours élitiste. Ouais. Parce on se situe dans un autre extrême que l'extrême dans lequel se situe l'Église aujourd'hui. Où on va soit ne pas avoir de regard spécial sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on voit, soit on va se dire non, 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 il faut que ce soit des trucs bien, donc on va regarder des films chrétiens. Et on va regarder des trucs comme War Room ou God is Not Dead, tu vois. Et c'est une façon très artificielle, en fait, de dire ça, c'est sain, tu sais. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire par rapport. Enfin, je trouve qu'il y a une volonté quand même peut-être de sanctifier dans son rapport à l'art, au divertissement, mais une volonté très artificielle. Où tu te dis pas, du coup, c'est avec ton discernement, avec le discernement collectif que tu vas comprendre si quelque chose est sain ou pas. C'est quand tu vois le petit stempel Jésus. Tu sais. Ouais. Et moi, c'est plus ça Ouais, qui me fait ouais. peur que l'autre extrême, parce on est très loin de l'autre extrême, tu vois. Oui, enfin après, certainement que ça dépend de quelle église tu parles. Je pense que si tu parles de nos églises, nos milieux évangéliques Oui, ou pentecôtistes, certainement. Mais ouais, moi, c'est vrai qu'on va systématiquement se moquer des films cheesy évangéliques américains. Il y a un truc avec eux, c'est que ils ont quand même le privilège d'avoir fait quelque chose, tu vois. Oui, Ils ont quand même clair. le mérite d'avoir fait quelque chose, d'avoir produit une œuvre aussi médiocre soit-elle. Ils ont produit quelque chose. Et en fait, en cela, je crois que je vais toujours respecter ces mecs qui font des films pourraves, mais qui font. Enfin, en fait, si tu veux, je crois que la génération de nos parents, chez les chrétiens, c'était plus du genre, ou de nos grands-parents, c'était plus du genre à dire faut pas consommer. Hein, Je me souviens du pasteur qui a fondé l'église où j'ai grandi, euh, où il y avait cette mentalité, on ne va pas au cinéma. Le cinéma, ce n'est pas quelque chose pour les chrétiens. Ouais. Il y avait Ouais. cette peur d'être rendu impur par quelque chose, tu vois, d'être touché par le monde, en fait. Ouais. Et disons qu'il y avait cette mentalité et cette vision un peu, le monde, c'est dehors, et nous, on est l'église. T'es pur, il faut pas qu'on se fasse contaminer. Je crois qu'il y a une erreur de jugement là-dedans, parce qu'en fait, le monde, il est déjà d'abord dedans. Il est déjà toujours dedans. La manière dont la Bible définit le monde, la manière dont Jésus va définir le monde, c'est pas d'abord là-bas, en fait. C'est toujours, c'est toujours là. Donc ça, c'est un truc, j'étais frappé quand je parlais avec un moine qui me disait, souvent les gens, ils viennent au monastère en essayant de fuir le monde. Et en fait, la première chose qu'on leur rappelle, c'est non, non, le monde, il est ici. Et en fait, tu vois, genre, tu peux être dans l'endroit le plus reclus et le plus safe de l'univers, dans ton monastère, mais en fait, tu as amené le monde avec toi, parce que le monde, c'est un péché sous forme sociale, c'est quelque chose dont tu fais partie, tu vois, c'est la jalousie et la colère, c'est l'orgueil, c'est tous ces jugements auxquels on participe ensemble. Du coup, tu peux jamais vraiment t'en défaire. Donc il y a un problème de jugement, en fait, d'évaluation entre le monde, il est dehors, et nous, on va se priver de ça. On va se priver des choses du dehors pour être pur. Mais en fait, le problème, c'est que la génération d'après, donc notre génération, je crois qu'on a adopté une espèce de laisser-faire qui est pas du tout critique, en fait. On a dit, puisque on est d'accord que les gens qui disaient qu'il fallait pas avoir de batterie dans l'église, ils avaient rien compris. Puisqu'on est d'accord que, en fait, le rock and roll, c'est pas la musique du diable, ça veut dire qu'on peut tout faire et qu'on peut tout écouter. Ouais, c'est un peu. En fait, on est des enfants qui se sont construits par opposition à nos parents. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a eu ce côté où on nous a
serré la bribe, et du coup, on a ressenti une envie, un besoin, en tout cas une envie de liberté, et ça s'est exprimé par, comme tu dis, l'absence de retenue et de réflexion là-dessus, quoi, je trouve. Et du coup, j'ai l'impression il y a maintenant une espèce de perte de repère totale où en fait, t'entends à la fois des chrétiens qui disent je devrais pas regarder ça, mais je le regarde quand même. Donc il y a une espèce de culpabilité latente. Donc la même mentalité que tes parents, sauf que toi, t'es dans le compromis. Et puis une autre mentalité, une espèce de dire bah voilà, je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. En fait, je crois pas que la bonne attitude ce soit de ni l'un ni l'autre, quoi. Tu vois. Et en fait, je suis pas un avocat du grand tri, hein. C'est-à-dire de dire tu peux d'emblée a priori voir les choses qui sont bonnes et mauvaises dans le cinéma. Genre, tu sais que s'il y a des gros mots ou de la violence, tu sais que tu peux pas regarder parce que ça va être mauvais. Tu sais que s'il y a de la nudité, tu peux pas regarder parce que ça va être mauvais. Tu sais que... Non, je crois pas que, en fait, d'emblée, tu puisses émettre ce jugement si tu considères que tu es dans un rapport de contemplation plutôt que d'exploitation, de consommation. Parce qu'en en fait, je crois qu'il y a une possibilité pour que le cinéma devienne un endroit incroyable. Un endroit de rencontre. Un endroit où il y a vraiment... Il y a de la transcendance qui s'expérimente, tu vois. J'en suis convaincu. En fait, moi, je crois vraiment que ils ont raison, ces philosophes qui disent que le cinéma prend la place de la religion dans nos sociétés. Je crois vraiment que pour beaucoup, les rares endroits où ils vont avoir des expériences qu'on pourrait dire religieuses ou spirituelles, les rares endroits qui leur permettent de vivre ça, c'est le cinéma. Parce que justement, comme on disait, en fait, le cinéma, comme aucun autre média, vient mobiliser tes émotions, vient te faire sortir de juste tous les discours, pour te faire rentrer dans un autre Bon, la musique a autre aussi domaine. cette puissance. Oui, mais la différence avec la musique, c'est que le cinéma te chope avec ton sens le plus, le plus aiguisé. Tu vois, elle te chope avec la vue. Il manquerait le toucher, je sais pas, tu vois, genre peut-être dans le futur on parlera plus du cinéma, mais de quelque chose de plus l'immersion tactile, ouais. qui sera un peu bizarre, ça me fait un peu peur. T'as vu ce film avec Sylvester Stallone là tu sais, c'est un film où il est congelé et il arrive dans le futur là. Tu Non, vois, je crois pas que j'ai vu. comment il s'appelle ce film? Oh, mais il est trop drôle. Moi, je kiffais trop ce film quand j'étais petit. Ouais. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man. C'est un film où en fait Stallone il est congelé et puis il arrive dans le futur et puis dans le futur en fait tout est paisible et en fait lui c'est le mec le plus violent qui existait. Mais c'est un flic. Et ensuite, il y a un mec de son époque qui est décongelé aussi. Et puis, du coup, c'est la baston. Mais bref, dans ce film, un truc qui est intéressant, c'est que c'est dans le futur. Et du coup, ça montre le rapport, en fait, déconnecté que la technologie mène à tes sens. Parce qu'en fait, pour avoir des rapports sexuels dans le futur, ils mettent une espèce de réalité augmentée Virtuel. comme ça. Wow. Et en fait, Stallone, il est là, oh, c'est quoi cette histoire? Ah, purée, je vois trop le genre de film des années 80, un peu bien américain. Non, il est plus récent, je crois que c'est bien 90. 90, ouais, ok. Ok. Bref. Non, tout ça pour dire... Ouais, non, mais en fait, contrairement à la musique, en fait, le cinéma te prend aussi avec ton appareil visuel et te prend aussi avec une histoire que tu peux suivre, à laquelle tu peux t'identifier d'une manière que peut-être un opéra pourrait essayer de faire, mais il y a une espèce de puissance et de facilité d'immersion dans le cinéma qui rend ça hyper efficace. Bref, tout ça pour dire que, en fait, je crois que le cinéma, c'est vraiment un lieu où on peut vivre des choses extraordinaires. Et en même temps,
c'est un lieu qui peut être destructeur finalement pour nos âmes. Destructeur d'une manière parce que il y a des messages qui nous viennent, qu'on peut accepter, hein, des idéologies. Je pense que si tu vas dans l'histoire du cinéma, on peut mentionner les exemples des films de propagande, des films nazis, des films fascistes, des films racistes. Il y a un fameux film, je crois, américain, qui était un film, en fait, qui est encore regardé maintenant dans les milieux néo-nazis comme un grand chef-d'œuvre du cinéma. Mais en fait, tu peux voir des films comme ça qui véhiculent quelque chose de vraiment nocif. Et parce que le cinéma est le cinéma et qu'il t'implique en contournant finalement le niveau du discours rationnel ou de l'argumentation linéaire, en contournant ça pour aller directement te choper au cœur ou aux tripes, en fait, il est particulièrement dangereux sur ce plan-là. Mais il y a d'autres dangers qu'on a mentionnés. Enfin, le cinéma, ça peut juste... Tu peux l'utiliser d'une manière qui, en fait, en tant que consommateur, tu deviens une espèce de larve et puis tu prends la route de la facilité dont tu parlais. Et puis, en fait, c'est pas quelque chose d'édifiant, de profond. C'est pas l'occasion en fait, d'être plus humain, mais c'est une occasion de déshumaniser, en fait. T'es juste... tu t'éteins ton cerveau pendant un moment et tu deviens encore plus passif que si tu dormais.